Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la figure de la femme fatale. C'est une figure qui émerge dans le cinéma noir, des films noirs, et qui est intrinsèquement liée à la mode. On va voir pourquoi. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler dans un premier temps de l'émergence du film noir et de l'ambivalence de la morale qui a lieu dans ces films noirs. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons parler de l'ambivalence esthétique des films noirs, avec notamment la confrontation de Eros et de Thanatos. Et enfin, dans un troisième temps, on va parler du néo-noir et des héritières de la femme fatale. Tout d'abord, l'émergence du film noir. C'est un genre du cinéma qui apparaît dans les années d'après-guerre, au début des années 40, et qui a été d'abord défini par le journaliste Nino Frank en 1946, au sujet du film Le Faucon Maltese et Adieu ma belle. En fait, le film noir pose d'emblée un problème de définition parce qu'il emprunte des codes à plein de genres différents et que des fois l'atmosphère, ce qui fait d'un film noir que c'est un film noir, peut tenir soit d'une ambiance, d'une atmosphère, soit d'un personnage, soit de l'érotisme, de l'insolite, du crime ou alors de l'onirisme qui domine aussi parfois. Mais finalement c'est au travers de certains grands films piliers qu'on a pu décréter ce qu'était le film noir, notamment à travers le film Laura par Otto Preminger qui est sorti en 1944 et qui en fait raconte l'enquête d'un meurtre, ou plutôt d'un meurtre raté, et c'est une enquête qui va être menée par un détective qui s'appelle Mark McPherson, qui va essayer de trouver qui a tué Laura Hunt. Comme je vous le disais, finalement elle n'a pas été tuée. Le meurtrier s'est en fait trompé de victime et Laura s'avère être vivante. Ce film, il est intéressant et il impose le film noir comme étant un nouveau genre parce qu'il va redéfinir totalement la manière dont on va montrer une enquête policière à l'écran, puisque maintenant ça va être au travers de la figure du détective, alors que la tradition voudrait plutôt que ce soit les policiers qui incarnent la figure du bien contre la figure du mal, et ces deux instances sont très nettement séparées. Plus du tout dans le film noir en fait. Le détective est déjà un personnage qui est un peu entre les deux et qui va permettre une certaine ambivalence dans la morale de l'histoire. Ce film Laura s'ouvre sur la phrase de Waldo Lydecker, qui est un ami de Laura, qui dit I shall never forget the weekend Laura died. Je n'oublierai jamais le week-end où Laura est morte. Cette voix off nous donne tout de suite le point de vue du meurtrier et la fascination qui va être engendrée pour cette femme, Laura. En fait, l'assassin va s'introduire chez sa victime dans son appartement et il va finir par la tuer parce qu'il ne peut pas la posséder physiquement. Le désir devient tel qu'il débouche sur une pulsion meurtrière. Le spectateur est d'office mis dans une position un peu particulière, un peu ambiguë, parce que il suit la logique, la trame de l'assassin, et il va même jusqu'à vouer une fascination pour une femme qui est censée être morte, Laura. Il y a notamment ce grand tableau de Laura qui va nous appeler à sa beauté, qui va donner quelque chose de totalement magnétique à ce personnage. Donc les valeurs morales du spectateur sont totalement renversées et chamboulées, il n'y a plus vraiment de mal ni de bien. On va complètement idolâtrer Laura, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'elle est devenue, mais on voit son image revenir en boucle et en boucle, ce qui fait que le spectateur est totalement dans cette espèce de fascination pour ce personnage-là. Et l'écrivaine qui a écrit Laura, qui est en fait Vera Caspari, va reprocher au film de trop projeter un désir sur Laura, puisque cette écrivaine était aussi assez militante dans la cause féminine, et elle va reprocher à Otto Preminger d'avoir fait de Laura plus une ombre qu'une véritable femme. Pour saisir bien ce que c'est que le cinéma noir, il faut aussi se pencher sur le film Gilda. Gilda est un film de Charles Widor qui a été réalisé en 1946, dont toute l'action prend lieu dans un casino. Donc déjà, le casino est un lieu qui moralement est assez emblématique. C'est un décor interdit en quelque sorte, qui est assez significatif du film noir et de son esthétique. Gilda s'est mariée avec le gérant de ce casino. Or, le gérant de ce casino a un bras droit qui s'appelle Johnny et qui est l'ancien amant de Gilda. Tout va se jouer dans cette espèce de triangle amoureux. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, il est génial. Gilda est d'ailleurs interprétée par la sublime Gilda Hayworth. Et donc on voit tout le temps Gilda au travers du regard de Johnny, son ancien amant, qui est forcément un regard désirant, et il va y avoir une tension qui va s'imbriquer très rapidement dans le film entre ces trois personnages. Il y a une instabilité des rapports de force sans cesse parce qu'on ne sait pas si dans le regard de Johnny, Gilda est une victime ou un bourreau. On ne sait pas si c'est elle qui fait plus de mal à Johnny ou inversement. Et en fait
ce qui transparaît ici, c'est le tiraillement entre le désir sexuel et le désir meurtrier, la pulsion de mort et la pulsion de vie qui s'imbriquent totalement dans cette mise en scène. Gilda, elle aussi complètement entre ces deux tendances inversées, puisque elle va même jusqu'à affirmer dans une des scènes I hate you so much, I think I'm gonna die from it. Et en fait, juste après avoir dit ça, elle embrasse langoureusement Johnny. Johnny qui est quand même censé être l'objet de sa haine. Ici, dans cette scène particulièrement, on voit que l'amour et la haine font totalement vibrer Gilda et qu'il la plonge au bord du gouffre. Elle est complètement dépassée par ce qui est en train de se passer, quoi. Tout ça se voit dans l'image et à l'écran par le jeu des clairs-obscurs, puisque son visage est dans l'ombre mais son corps est dans la lumière, ce qui montre déjà de manière visuelle une dichotomie, une ambivalence de ces deux personnages entre leur haine et leur amour qu'ils se portent. Mais c'est aussi le symbole d'une contradiction entre la dissimulation de soi et la révélation, parce que ces deux personnages se donnent à leur amour autant qu'ils veulent y échapper, autant qu'ils veulent échapper au pouvoir de l'autre. Tout ce jeu de dichotomie et de paradoxe est très bien saisi par Georges Bataille, qui écrit dans l'érotisme son ouvrage, je cite: « Le désir de chavirer, qui travaille intimement chaque être humain, diffère néanmoins du désir de mourir en ce qu'il est ambigu. C'est le désir de mourir sans doute, mais c'est en même temps le désir de vivre, aux limites du possible et de l'impossible, avec une intensité toujours plus grande. C'est le désir de vivre en cessant de vivre ou de mourir sans cesser de vivre. C'est du fait que nous sommes humains et que nous vivons dans la sombre perspective de la mort que nous connaissons la violence exaspérée, la violence désespérée de l'érotisme. » Du coup, si d'un point de vue ontologique c'est très facile de dissocier la vie et la mort, en fait dans les faits et dans les relations amoureuses c'est beaucoup plus compliqué. Ça s'incarne de par le corps qui est le lieu qui abrite à la fois la vie et la mort. Et donc forcément par la mode, puisque la mode habille le corps. Ting ting ting. Tout ce film va être poursuivi par l'idée que en fait l'amour et le désir révèlent une force de la vie qui nous permet de vivre, mais en même temps cet amour est meurtrier et doit donc mourir. Mais comment tuer en même temps ce qui nous fait vivre? C'est un peu cette question qui va se poser dans Gilda. J'en arrive à ma deuxième partie sur l'esthétique du film noir et l'ambiguïté entre Eros et Thanatos. Déjà d'un point de vue esthétique, il faut savoir que le film noir va avoir une esthétique totalement sublime et à la fois glaciale, que les atmosphères vont vouloir nous mettre dans une espèce de claustrophobie, c'est-à-dire que ça va se jouer souvent dans des villes qui sont des lieux d'anonymat, généralement de nuit, sous la pluie ou alors avec un petit brouillard pour mettre une ambiance un peu dérangeante, un suspense avec des angles de vue très particuliers qui vont nous surprendre, nous spectateurs. Cette esthétique du sublime et du glacial est incarnée par notre chère femme fatale. On y vient enfin. La femme fatale, c'est une femme qu'on va tous désirer de par sa beauté qui est totalement fascinante. On ne peut pas décrocher le regard de son corps, de son visage, de ses vêtements. Et à la fois, c'est une chimère dévoreuse, c'est une femme qui court à sa propre perte et qui veut embarquer dans sa propre perte tous les autres personnages et donc le spectateur. La femme fatale est très intéressante dans le cinéma parce qu'elle s'oppose complètement à la figure de la femme chétive, de la bonne mère de famille qu'on avait jusqu'alors mise en avant dans le cinéma. Elle permet en fait de mettre en scène une héroïne femme qui a une certaine force, et cette force elle l'attire d'où? De sa sexualité et de son sex appeal bien sûr. C'est une femme qui est ouvertement séductrice, provocatrice et donc dangereuse, et pourtant en fait elle est fatale autant pour les autres que pour elle-même. Comme je vous le disais, Gilda par exemple est totalement enfermée dans une espèce de prison psychologique, elle ne sait pas quoi faire, elle est prise au piège, elle est prisonnière de sa propre beauté. Le rapport entre pulsion érotique et pulsion meurtrière va s'incarner au travers de la femme fatale, puisqu'en fait elle est l'objet de tous les désirs, et en fait on se rend compte que c'est une femme frigide. Too bad. Parce que finalement le jeu auquel ça donne la femme fatale, c'est un jeu de séduction qui n'aboutit pas, ou alors qui termine toujours par le meurtre. La femme fatale va toujours disparaître. Dans tous les films, quasiment tous, la femme fatale finit par mourir. Donc elle est totalement dans une impossibilité de réaliser, de concrétiser ses désirs. Ce qui est intéressant dans les films noirs, c'est qu'il y avait à l'époque encore une forte codification et beaucoup de censure, et que du coup ils ont dû en fait instaurer une certaine sensualité, une suggestivité en restant dans cette censure là, ce qui fait que cette tension est d'autant plus palpable parce qu'elle n'est pas totalement montrée. J'en reviens à Eros et Thanatos, qui en fait représente la pulsion de vie, Eros, érotisme, et Thanatos, la pulsion de mort. Deux figures emblématiques qui permettent de théoriser en fait cette juxtaposition de ces deux pulsions totalement contraires qui habitent dans nos corps à tous. Et ce terme de pulsion
renvoie forcément à quelque chose de psychanalytique puisque c'est Freud qui en 1915 a théorisé ce qu'était une pulsion et il appuie toute sa psychanalyse à partir de cette notion centrale. Donc pour vous citer Freud, il dit que la pulsion est un concept limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations issues de l'intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme une mesure de l'exigence du travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel. Bon alors c'est beaucoup de blabla pour dire pas grand chose puisque en fait au final il faut juste savoir que la pulsion c'est la ligne de crête entre le corps et ce qui se passe là-dedans, à savoir le psychique, le mental, tout ce que vous voulez y foutre. Dans son ouvrage Au-delà du principe de plaisir en 1920, Freud va théoriser la pulsion de vie et la pulsion de mort et il va dire qu'il y en a une qui est destructrice, la pulsion de mort, tandis que l'autre est constructrice et provoque la vie en fait. La femme fatale obéit totalement à ces deux principes qui la gouvernent en fait, puisqu'elle est totalement magnétique, elle est irrésistible, elle a un condensé de sexualité en elle, c'est-à-dire qu'elle utilise le sexe pour parvenir à ses fins, c'est son instrument pour finalement réussir généralement à s'enrichir. Il y a un grand lien avec la matérialité dans la figure de la femme fatale. Généralement ce qui gêne aussi dans cette figure là c'est que c'est une femme qui est indépendante et qui veut garder son fric et en gagner plus. C'est aussi une femme très cynique parce que souvent il lui arrivait beaucoup de merde avant dans sa vie d'avant et elle a un regard sur le monde qui est complètement désillusionné, elle est manipulatrice. En ce cas elle attise toutes les passions mais elle reste toujours froide et distante, on dirait que rien ne peut l'atteindre. Et surtout ce qui est problématique dans la figure de la femme fatale c'est qu'en fait elle a cette sexualité totalement débordante et qu'elle attise tous les désirs mais elle ne veut pas devenir mère, elle échappe à cette maternité qui est pourtant incombée à toutes les femmes à cette époque-là. La femme fatale est un personnage qui permet de montrer toutes les qualités féminines dont les hommes ont peur. C'est ça qui est incroyable. Ce qui se joue aussi dans ce personnage-là, dans la figure de la femme fatale, c'est que c'est une sexualité qui est débridée dans le sens où elle n'obéit pas à une loyauté. Les hommes, notamment après la guerre, vu que c'est quand même le contexte d'émergence des films noirs, vont rentrer de la guerre et vont avoir quand même un peu peur que leurs femmes, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pendant toutes ces années de guerre. Ont-elles été fidèles? That's the question quoi. La femme fatale, elle ne l'est pas, elle n'est pas fidèle. Mais aussi elle incarne cette espèce d'indépendance qui a pu être prise pendant la guerre justement parce que les femmes se sont vues aller travailler, faire le travail des hommes en quelque sorte. La femme fatale finalement incarne tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est dangereuse, c'est pour ça qu'elle est une menace. Il y a l'historien Richard Lingemann qui a dit dans The Noir 40s, il a dit The rise of the femme fatale in film noir reflected male ambivalence and anxiety about those Amazons unleashed by the war who worked at men's jobs, had sex with whomever they wanted and rejected home and motherhood. Un peu des queens quand même les femmes fatales du coup. Ce qui est intéressant aussi c'est que la femme fatale est toujours vue du point de vue des autres personnages. C'est ce que je vous disais avant et même nous le spectateur on n'a pas du tout accès à leur intériorité, on ne peut que les voir de par leur beauté. Et Laura Mullet, qui est une historienne de l'art féministe, a écrit dans un article qui s'appelle La femme comme image, l'homme comme porteur de regard. Elle écrit dans cet article que le plaisir à regarder se divise entre l'homme et la femme dans les rapports de séduction, puisque l'homme a toujours la fonction active, tandis que la femme détient la fonction passive. Elle est regardée. Le regard masculin se projette tout le temps sur le corps féminin, qui est un regard forcément motivé par le désir, et la femme va se positionner dans un truc d'exhibition malgré elle, puisqu'elle est regardée sans cesse. De ce fait, puisque nos rapports de séduction hétérosexuels sont construits de cette manière-là, la femme va trouver son plaisir dans le fait d'être regardée, alors que l'homme va trouver son plaisir à lui dans le fait d'être le regardant, celui qui porte le regard sur l'objet désiré. Cette idée est totalement perceptible dans la scène du film Gilda, quand Gilda chante Put the Blame on Mame. C'est une chanson qui en fait dit que les hommes vont toujours dire que les désastres de l'amour seront de la faute des femmes parce que en fait ils sont devenus obsédés par leur beauté. Et cette scène est incroyable parce qu'elle dénonce ce comportement alors qu'elle le produit totalement puisqu'on est complètement happé par la performance de Gilda. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy.
Les costumes dans Gilda ont été créés par Jean-Louis Berthaud, un petit French qui a fait carrière à Hollywood, qui a d'ailleurs notamment fait la sublissime et iconique robe que Marilyn Monroe portait en 1962 lors de l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. C'est un bête de styliste, hein, on peut le dire, qui a fait tous les costumes de Gilda. Les costumes de Gilda sont très intéressants, j'y viens enfin, parce que en fait ils vont totalement épouser son corps et le mettre en avant dans des tissus qui appellent visuellement au désir. Des tissus très texturés avec beaucoup de satin, de soie, qui créent un effet miroir sur le corps, qui vont capter la lumière et créer un espèce de mouvement au fur et à mesure que Gilda évolue dans les scènes. Du coup ça nous donne des robes extrêmement sensuelles qui jouent beaucoup avec la transparence mais aussi avec des tissus plus métallisés, et il y a aussi des robes qui sont inspirées de la Grèce antique, et ça c'est d'autant plus intéressant que ça donne une image du corps de Gilda comme une statuaire grecque, comme une espèce de Vénus, et ça la déshumanise totalement en fait. On en vient à la diviniser totalement par cette espèce de robe qui reprend l'imaginaire de la statuaire grecque et qui va magnifier tout simplement son corps et tous les mouvements qu'elle va exercer dans la robe. Vu qu'il y a beaucoup aussi de matière satinée, de sequins, de soie, de matière brillante et métallisée, ça donne, je trouve, un effet dans les costumes de peau de serpent qui ondule, et on voit que c'est, je pense, totalement réfléchi en fait, puisque la morsure du serpent est vénéneuse et à la fois il y a quelque chose de totalement fascinant dans le mouvement, dans l'ondulation de son corps. Nous en arrivons à la troisième partie de cette vidéo qui est sur le film néo-noir, l'esthétique néo-noir, et sur les héritières de notre chère et tendre femme fatale. Le film noir tel que je viens de vous le décrire, ça a duré des années 40 et 50 et après on est très vite passé par autre chose, mais il y a eu beaucoup de reprises en fait de ces codes-là, notamment dans le cinéma de Lynch. Lynch, dans Mulholland Drive, qui est un film qu'il a écrit et dirigé, il reprend totalement la codification du film noir, c'est le film néo-noir par excellence je pense. Et en fait Mulholland Drive retrace le parcours d'une jeune femme qui s'appelle Betty, interprétée par Naomi Watts, qui veut essayer de percer à Hollywood, qui veut faire une grande carrière d'actrice. Betty va se lier d'amitié avec une certaine Rita, qui va à la fois être son amie, sa concurrente, et en même temps il y a une très forte pression sexuelle entre ces deux femmes, et Lynch a admis que Rita, le personnage de Rita, a été ainsi nommé d'après le personnage de Gilda interprété par Rita Hayworth. Bref, Mulholland Drive est aussi un excellent film, je vous conseille vraiment de le visionner, qui met en scène cette espèce d'histoire de Betty et en fait qui est totalement onirique et presque psychédélique, enfin je ne saurais même pas comment le définir parce que la temporalité, la trame de la narration est jouée à l'envers. Donc tout en fait est décousu, c'est très bizarre comme atmosphère, c'est vraiment spécial. Et Rita et Betty sont deux personnages qui vont symboliser le retour en force des femmes dans le cinéma américain. Sauf que cette fois-ci, vu qu'on est dans les années 80, il n'y aura plus de censure. Donc il y aura un côté sexuel beaucoup plus assumé qu'il ne pouvait y avoir dans les films noirs. Rita et Betty, on se demande si c'est pas la même femme, si ce serait pas juste un double. Et auquel cas, ça nous montre l'idée d'une femme fatale qui doit faire face à ses propres désirs. Et ces désirs sont tels qu'ils finissent par la tuer en fait. On a toujours un peu cette idée que le fait de vivre sa sexualité pleinement, le fait de l'instrumentaliser et le fait de l'utiliser contre les hommes, ça doit forcément se finir par une punition en fait. Une punition qui est la mort. Vraiment, elles finissent toutes par crever, nos pauvres femmes fatales. C'est triste. Les héritières des femmes fatales de l'esthétique noire, elles sont partout en fait, partout dans la culture populaire. On a notamment en 92 le film Basic Instinct avec Sharon Stone qui va mourir dans le film du fait de sa sexualité, mais il y a aussi Catwoman qui est tellement sexualisée qu'elle en devient animale, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Jessica Rabbit est un personnage de la culture populaire qui est dans l'imaginaire commun de à peu près tout le monde de ma génération en tout cas. Ça passait à la télé quand j'étais petite. Jessica Rabbit est totalement influencée, inspirée par Gilda, par le personnage de Gilda. On a aussi Jennifer's Body dans le registre de l'horreur avec une Megan Fox qui dévore toutes ses conquêtes. Elle entourloupe les mecs par son sex appeal et elle finit par les bouffer en fait. C'est incroyable. Il y a là-dedans la figure de la sirène aussi qu'on peut totalement retrouver qui conjoint à l'idée que la beauté est de toute manière menaçante et qu'elle est dangereuse et forcément il faut s'en
s'en méfier, il faut être suspicieux d'une telle beauté. Dans la mode, la figure de la femme fatale est très souvent reprise. Je pense que l'édito qui est le plus parlant pour ça, c'est l'édito qui a eu lieu en 2014, si je me souviens bien, dans le Harper's Bazaar de la Chine, qui s'appelait Femme fatale. Et en fait, les images sont hyper léchées dans cet édito là. Il y a une espèce d'aplatissement des dimensions qui fait que la mannequin n'a pas l'air d'être réelle, ça a l'air d'être un robot. Il y a une déshumanisation totale de la femme dans cette série de photos, ce qui nous indique encore que la figure de la femme fatale ne peut pas être humaine en fait. Elle est toujours vue comme une espèce de chimère ou alors ouais, de robot incapable de sentiment. J'aimerais terminer cette vidéo par une figure de référence dans la culture populaire mais aussi dans la mode et surtout dans la mode qui n'est autre que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe en fait incarne cette idée de la femme fatale qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. L'influence de Marilyn Monroe dans la mode a été incroyable, je pourrais faire des dizaines de vidéos là-dessus. Elle a codifié une manière d'être une femme fatale de par la mode avec des robes hyper moulantes, avec des diamants, avec ses cheveux hyper oxydés, avec cette bouche très pulpeuse, cette mouche, ce petit air un petit peu naïf qui a l'air d'être innocent alors qu'en fait il est totalement ravageur. Marilyn a totalement utilisé son corps aussi pour parvenir à ses fins en fait. Comme la femme fatale, elle a dû se refaire les dents, elle a dû se bleacher les cheveux, elle a dû prendre un autre nom, son nom d'origine c'était Norma Jean Baker. Elle a vraiment tout inventé de son nom à sa couleur de cheveux en passant par ses dents qui ont été refaites, par sa garde-robe qui font de Marilyn ce qu'elle est. Je veux dire, on a des souvenirs de Marilyn de par ses vêtements, la robe blanche au-dessus de la bouche de métro, la robe dont je vous parlais tout à l'heure à l'anniversaire de JFK, vous voyez. Elle est devenue un personnage de par ses vêtements, de par l'attention qu'on a portée à son corps. Ce qui est intéressant aussi et ce qui fait qu'elle correspond encore plus à l'idée de la femme fatale, c'est que Marilyn Monroe a fait de fausses couches, elle n'a jamais été mère et en plus elle est morte dans des espèces de circonstances très bizarres. Je vous conseille de lire le livre de Joyce Carol Oates qui s'appelle Blonde. Il fait genre 900 pages mais c'est l'été, vous avez le temps. Si ça vous intéresse, c'est une espèce de fiction qui retrace quand même de manière assez authentique la vie et le parcours de Norma Jean Baker jusqu'à Marilyn Monroe. Ce livre est passionnant. Déjà j'adore Joyce Carol Oates, c'est mon écrivaine contemporaine préférée et c'est un de mes livres préférés d'elle. Donc certes il fait 900 pages mais ça vaut le coup de s'intéresser à cette figure totalement mythique qu'est Marilyn. Une ancienne éditrice de Vogue Paris qui s'appelle Meredith Etherington Smith a dit d'elle que she knew exactly how to get the effect she wanted with black jersey, fine silk crepe or a solid nimbus of skin-tight sequins. Cette espèce de succès qu'a eu Marilyn, c'est totalement fait du fait de sa garde-robe, du fait de ses vêtements qui mettaient un corps ultra sexualisé. Tout est sexuel chez Marilyn, comme tout est sexuel chez la femme fatale. Marilyn a ce point commun avec les femmes fatales qui est le fait qu'elle ne fit pas in. Elle n'a pas de place dans la société. Pourtant, elle attire tous les regards, tout le monde aimerait être elle, tout le monde aimerait la connaître, tout le monde aimerait la toucher et pourtant elle est tout le temps rejetée parce que cette beauté, cette sensualité est presque écœurante parce qu'elle ne peut pas être vécue, parce qu'elle est une menace pour les hommes et une concurrente, une rivale pour les femmes, parce que c'est quelqu'un qui du coup n'a pas sa place dans la société. Marilyn finit par mourir et toutes les femmes fatales, comme je vous l'ai dit, en tout cas la grande majorité d'entre elles au cinéma finissent aussi par mourir. RIP les femmes fatales. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai conscience que j'ai plus parlé de cinéma que de mode pour cette vidéo là, mais en même temps le lien est tellement évident. Enfin j'espère que les images vous auront convaincu que la femme fatale se fait de par le dressing. Il n'y aurait pas de femme fatale s'il n'y avait pas toutes les robes qui accompagnent en fait le maquillage, la mise en pli un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller voir les films dont je vous ai parlé. On peut se retrouver sur mon blog, sur ma chaîne Instagram, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!